Le lustre en cristal du Grand Teatro di Valoria scintillait comme une constellation d'étoiles captives, projetant une lumière dorée et pesante sur le velours écarlate de la loge présidentielle où Julien Quinte, immobile comme une statue d'obsidienne, était assis. En contrebas, le murmure de l'élite européenne résonnait comme le bourdonnement lointain d'insectes nerveux, totalement inconscientes du fait que l'homme qui les observait depuis l'ombre de l'exclusivité détenait les clés de leur avenir financier dans la poche intérieure de sa veste. Julien ajusta la manchette de son costume sur mesure, une pièce de tailleur italien dont le prix dépassait le salaire annuel moyen des techniciens du théâtre, et attendit patiemment, non pas le début de l'ouverture de l'opéra, mais l'inévitable conflit que son instinct lui avait prédit d'un instant à l'autre. Les lourds rideaux de velours séparant la loge de l'allée s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bouffée d'air froid et la silhouette imposante d'Elias Thorne, le directeur des opérations du théâtre, le visage rouge d'indignation et de champagne avalé à la hâte. Elias affichait une arrogance naturelle, persuadé que son rang et sa position administrative lui conféraient le droit divin de modeler la réalité à son gré. Il s'arrêta net en voyant Julien prendre place au centre, ses yeux bleus se plissant d'un dédain qui dépassait largement la simple contrariété professionnelle, révélant un préjugé profondément enraciné, tenace, qui avait couvé en lui sans être remis en question pendant des décennies. Derrière Elias apparut la silhouette massive et suante du sénateur Marcus Vann, un homme politique aussi connu pour ses pots de vin dans le secteur de la construction que pour son insatiable soif de reconnaissance publique lors des événements mondains. Vann regarda Julien d'un air perplexe, comme si la présence d'un noir à la place la plus prestigieuse de l'opéra constituait une anomalie dans l'ordre parfait de son monde. Elias, sentant le regard impatient de son hôte de marque, claqua des doigts en direction de Julien avec le même mépris qu'il aurait employé pour appeler un chien errant ou un serveur ayant commis une erreur impardonnable, brisant le silence tendu de la loge d'une voix venimeuse. Le metteur en scène fit 2 pas agressifs vers le siège, envahissant l'espace personnel de Julien avec une assurance née d'années d'impunité pour ses agissements abusifs envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il exigea de savoir ce que Julien faisait là et comment il avait réussi à échapper à la sécurité, le prenant d'emblée pour un intrus ou peut-être un membre du personnel de nettoyage qui s'était permis quelques libertés avant le spectacle. La voix d'Elias était empreinte de condescendance, chaque mot étant conçu pour humilier Julien et lui rappeler que, dans la vision du monde de Thorne, il existait des lieux où il n'avait tout simplement pas sa place, aussi bien habillé ou aussi calme qu'il paraissait. Julien tourna lentement la tête, ses yeux sombres et perçants croisant le regard furieux d'Elias avec un calme absolu qui déconcerta le directeur agressif. Il ne se leva pas et ne laissa transparaître aucun signe d'intimidation ou de peur, une réaction qu'Elias avait pourtant espérée pour flatter son ego et affirmer son pouvoir devant le sénateur Vann. D'une voix douce, mais empreinte de l'autorité de l'acier trempé, Julien se contenta d'annoncer qu'il avait une réservation valable pour ce siège précis et qu'il n'avait aucune intention de bouger, une déclaration qui plana dans l'air parfumé comme une sentence de mort pour une carrière. Bien qu'Elias fût trop stupide pour comprendre qu'elle concernait la sienne. La réponse mesurée de Julien attisa la colère d'Elias. Ce dernier n'avait pas l'habitude qu'on remette en question ses ordres, et encore moins quelqu'un qui partageait ses préjugés raciaux et sociaux. Le directeur se mit à crier, attirant l'attention des loges voisines et de l'orchestre inférieur, où les visages pâles de la haute société se tournèrent vers le ciel, avides de scandale et de drame. Elias menaça d'appeler la sécurité pour faire expulser Julien de force, l'accusant à haute voix d'avoir usurpé la place réservée à un dignitaire et d'avoir terni la réputation d'une institution historique par sa présence importune et son insolence prétendument criminelle. Dans une loge voisine, Elena Rossi, journaliste d'investigation réputée pour son intégrité sans faille et son aversion pour l'hypocrisie des élites, observait la scène avec un mélange d'horreur et de fascination journalistique. Elle avait remarqué Julien avant que la bagarre n'éclate, intriguée par son aura de mystère et la solitude digne qui l'entourait, si différente de l'attitude ostentatoire des autres participants. Voyant Elias Thorne, un homme sur lequel elle avait constitué un dossier concernant des abus au travail, s'en prendre violemment à cet inconnu, Elena ressentit une envie presque physique d'intervenir, mais la posture de Julien lui indiquait qu'il maîtrisait parfaitement la situation. 2 gardes de sécurité, des hommes imposants en uniforme bien trop serré, firent irruption dans la loge en réponse aux cris hystériques d'Elias. Ce dernier, tremblant de colère, pointait Julien du doigt. Le directeur ordonna qu'on le traîne dehors et s'assura qu'il ne remette plus jamais les pieds dans le bâtiment, ajoutant des insultes sur son physique qui dépassaient toutes les limites de la décence professionnelle et humaine. Le sénateur Vann, au lieu de calmer la situation, ricana, savourant cette démonstration de force et impatient de prendre place sur le siège qu'il estimait lui revenir de droit une fois le trouble disparu. Julien se leva enfin, et sa stature, bien plus imposante qu'il ne l'avait été assis, dominait l'espace,
contraignant les gardes de sécurité à hésiter une seconde cruciale. D'un geste délibéré et élégant, il lissa sa veste, ignorant les gardes pour s'approcher d'Elias et lui demander s'il était absolument certain de vouloir procéder ainsi devant toute la salle de l'opéra. Son ton était presque clinique, dénué de colère, comme celui d'un médecin diagnostiquant une maladie incurable chez un patient refusant d'accepter la réalité, lui offrant une ultime chance de rédemption. Elias, dans son aveuglement arrogant, la rejeta par un rire moqueur et cruel. Elias fit signe aux gardes d'avancer d'un geste méprisant, hurlant qu'il se fichait de qui cet homme se prenait pour qui, dans son théâtre, il était un dieu et sa parole était loi absolue. Un des gardes tendit la main pour saisir Julian par le bras, mais avant qu'il ne puisse le toucher, la sonnerie d'un téléphone brisa la tension. Ce n'était pas le téléphone de Julian, mais celui d'Elias, une sonnerie stridente et urgente que le metteur en scène tenta d'ignorer, mais qui persistait avec une insistance qui laissait présager une urgence catastrophique ne pouvant attendre une seconde de plus. Avec un grognement de frustration, Elias sortit son téléphone de sa poche, prêt à l'éteindre et à réprimander quiconque oserait interrompre sa démonstration de force, mais il se figea en voyant le nom affiché à l'écran. C'était le numéro personnel du président du conseil d'administration du conglomérat de médias et de divertissement qui possédait techniquement le théâtre, un homme à qui Elias n'avait parlé que 2 fois dans sa vie et qu'il craignait profondément. Il fit signe aux gardes d'attendre et répondit d'une voix tremblante et servile, se transformant instantanément de tyran en laquais, tandis que des gouttes de sueur perlaient sur son front sous la lumière impitoyable du lustre. À l'autre bout du fil, la voix du président était directe. Il demanda à Elias s'il prenait plaisir à évincer le nouvel actionnaire majoritaire de la multinationale Atlas Holdings. Elias cligna des yeux, perplexe, balbutiant une réponse inintelligible. Son cerveau peinait à assimiler l'information, incapable de faire le lien entre l'appel et l'homme à l'autre bout du fil. Le président, d'un ton glacial qui fit frissonner Elias, l'informa que M. Julian Quint avait acquis la participation majoritaire le matin même et diffusé en direct l'audio de tout ce qui se passait dans la loge VIP à la salle de réunion à New York. Le téléphone glissa des doigts engourdis d'Elias et tomba sur l'épaisse moquette avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de feu dans le silence soudain de la cabine. Il se blafarda, le visage blême et maladif, fixant Julian, les yeux écarquillés de terreur. Les gardes de sécurité, sentant le changement brutal d'atmosphère et voyant la réaction de leur chef, reculèrent instinctivement d'un pas, retirant leurs mains et baissant la tête, réalisant qu'ils étaient sur le point de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. Julian ramassa calmement le téléphone, essuya l'écran d'un mouchoir en soie qu'il avait dans sa poche et mit le haut-parleur pour que tous les présents, y compris le sénateur Van, puissent entendre. D'un ton familier et posé, il salua le conseil d'administration et confirma que l'évaluation du personnel de direction sur le terrain s'était conclue par des résultats regrettables, mais prévisibles. Puis, regardant Elias, qui tremblait visiblement, et d'une voix qui imposait le respect sans crier, il annonça que son contrat, ainsi que ceux de toute son équipe de direction, étaient résiliés avec effet immédiat pour discrimination et négligence grave. Le sénateur Van, réalisant tardivement que la situation politique avait basculé avec la force d'un ouragan, tenta de se distancer d'Elias, marmonnant des excuses sur un malentendu et essayant de s'éclipser. Cependant, Julian leva la main, stoppant net l'homme politique avec la même autorité qu'il avait employée pour congédier le metteur en scène, et l'informa que les caméras de sécurité de la loge, désormais sa propriété privée, avaient enregistré la tentative de coercition. Il lui suggéra poliment de profiter de l'opéra depuis le dernier rang du balcon ou de partir avant que les images ne soient accidentellement divulguées à la presse le soir même. Elena Rossi, du haut de sa position privilégiée, fut envahie par une vague d'admiration pure en voyant s'effondrer en quelques minutes la structure de pouvoir corrompue. Elle sortit son carnet et se mit à prendre des notes frénétiquement, sachant qu'il s'agissait là de l'histoire qu'elle attendait depuis des années, un récit de justice poétique qui ébranlerait les fondements de la haute société de Valoria. Son regard croisa brièvement celui de Julian, et il lui adressa un hochement de tête presque imperceptible, reconnaissant sa présence et validant son rôle de témoin de la chute des arrogants. Elias Thorne, réduit à l'état de fantôme, tenta de plaider sa cause, invoquant ses années de service et ses relations familiales, mais en vain. Julian se tourna vers les gardes de sécurité, qui attendaient avec appréhension leur sort, et leur donna un nouvel ordre d'un calme olympien, escorter immédiatement l'ancien directeur Thorne et le sénateur Van hors des lieux. L'ironie de la situation n'échappa à personne, ceux-là même qui avaient été appelés pour destituer Julian étaient désormais utilisés pour purger le pouvoir de la véritable vermine qui l'habitait. Tandis que les gardes exécutaient l'ordre avec une efficacité renouvelée, désireux de prouver leur loyauté au nouveau propriétaire,
les spectateurs dans les gradins commencèrent à murmurer plus fort. Réalisant que le drame qui se jouait dans la loge présidentielle était bien plus captivant que tout ce qui pouvait se produire sur scène. Julian se retrouva seul dans la loge, plongé dans un vide soudain et immaculé. Il s'avança jusqu'au bord de la balustrade pour contempler la foule de visages qui le fixaient désormais avec un mélange de crainte et de respect révérencieux. Ce soir-là, il avait adressé un message clair, non seulement à Elias, mais à toute la ville, les règles du jeu avaient changé à jamais. Helena décida qu'elle ne pouvait pas attendre la mi-temps pour intervenir, l'importance de l'événement exigeait une action immédiate et directe avant que d'autres journalistes, moins scrupuleux, ne tentent de déformer la vérité. Elle se leva et se dirigea vers l'escalier menant aux loges, le cœur battant la chamade, non seulement d'excitation à l'idée de ce scoop, mais aussi sous l'irrésistible fascination qu'exerçait l'homme qui venait de terrasser un géant, armé seulement de sa dignité et d'un téléphone. Elle savait que Julian Quinte n'était pas un milliardaire comme les autres, c'était une force de la nature, arrivée à Valoria pour réécrire l'histoire. Quand Helena atteignit l'entrée de la loge, elle trouva Julian en train de se verser un verre d'eau minérale, ignorant superbement la bouteille de champagne hors de prix qu'Elias avait laissée derrière lui lors de sa fuite ignominieuse. Il se retourna au bruit de ses pas et, pour la première fois de la soirée, son masque de froideur impénétrable s'adoucit légèrement, laissant entrevoir une lueur de curiosité humaine dans ses yeux sombres. Helena se présenta non pas comme une admiratrice, mais comme une professionnelle en quête de vérité, lui demandant sans détour pourquoi il avait choisi une méthode aussi publique et spectaculaire pour prendre le contrôle, au risque de compromettre sa propre réputation. Julian l'invita poliment à entrer, lui offrant le siège que le sénateur Van convoitait tant, et lui expliqua que la discrétion protégeait souvent davantage les coupables que les victimes. Il lui confia avoir observé les agissements d'Elias pendant des mois, amassant des preuves de racisme, de harcèlement et de détournement de fonds, mais savait qu'un renvoi discret permettrait simplement à Thorne de trouver un autre poste à responsabilité grâce à ses relations. Il devait exposer la corruption au grand jour, devant tous ses pairs, pour que la tâche soit indélébile. Leur conversation se déroula avec une aisance surprenante, passant des détails techniques de l'acquisition à des sujets plus profonds comme la responsabilité sociale et le poids d'être constamment sous-estimé. Helena découvrit que derrière la façade d'un stratège impitoyable se cachait un homme profondément réfléchi, pour qui la richesse n'était pas une fin en soi, mais un outil pour corriger les injustices du passé. Julian, quant à lui, fut intrigué par l'esprit vif d'Helena et sa capacité à voir au-delà des apparences, reconnaissant en elle une alliée potentielle dans une ville grouillante de requins ricanants. L'ouverture de l'opéra retentit enfin, emplissant le théâtre des notes dramatiques d'une tragédie classique. Mais pour les occupants de la loge présidentielle, le véritable drame était déjà terminé et une nouvelle histoire commençait. Julian se pencha légèrement vers Helena pour commenter l'ironie du choix de cette œuvre musicale. Sa voix grave et profonde créa une bulle d'intimité au milieu de la grandeur des lieux. Helena sourit, rangeant son carnet mais gardant en mémoire la scène, consciente d'être assise à côté de l'homme le plus dangereux et le plus fascinant d'Europe. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du licenciement massif à l'opéra ébranla le monde des affaires et la société de Valoria, faisant la une des journaux et alimentant les conversations dans tous les cafés et salles de réunion. Helena écrivit l'article de référence sur l'incident, un texte magistral qui non seulement relatait les faits, mais disséquait également la culture de l'impunité qui avait permis à des hommes comme Elias de prospérer si longtemps. Julian lut l'article dans son bureau terrasse, dominant la ville désormais sous son influence, et sut qu'il avait fait le bon choix en lui faisant confiance, scellant ainsi une alliance qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus personnel. Elias Thorne tenta de porter plainte pour licenciement abusif, lançant une campagne médiatique pour se présenter comme la victime d'une prise de contrôle hostile et impitoyable. Mais il sous-estima gravement la méticulosité de son ancien adversaire. Julian publia progressivement les preuves qu'il avait rassemblées, des courriels compromettant aux images de vidéosurveillance datant de plusieurs années, détruisant la réputation d'Elias pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la honte publique. Ce fut une leçon brutale sur le prix de l'arrogance, infligée avec la précision chirurgicale d'un homme qui avait appris à manier la patience comme une arme redoutable. Au fil des semaines, Julian et Helena devinrent inséparables, formant un couple puissant qui naviguait avec une harmonie terrifiante dans les eaux troubles de la politique et des affaires. Ensemble, ils entreprirent d'assainir non seulement l'opéra, mais aussi d'autres institutions du groupe Atlas Holdings, remplaçant la vieille garde corrompue par des talents nouveaux et diversifiés, longtemps négligés. La ville de Valoria se transformait, sa façade ancienne et élitiste commençait à se fissurer, laissant filtrer une lumière nouvelle et bienvenue, un changement déclenché par le refus d'un homme de se lever de son siège. Un soir,
des mois après l'incident, Julian et Elena retournèrent dans la loge présidentielle, non plus comme des étrangers au cœur du conflit, mais comme des partenaires qui avaient transformé le monde qui les entourait. La salle était comble, l'atmosphère vibrante d'une énergie positive renouvelée, et lorsque les lumières s'éteignirent, personne n'osa remettre en question la présence de Julian au centre. Il prit la main d'Elena dans l'obscurité, un geste simple mais profond, reconnaissant que la véritable victoire n'avait pas été le renvoi d'un manager raciste, mais d'avoir trouvé quelqu'un d'assez courageux pour rester à ses côtés alors que le monde brûlait. L'opéra s'acheva sous une ovation debout, mais les applaudissements semblaient autant adressés à la scène qu'à la loge où la nouvelle royauté de la ville observait avec bienveillance. Julian savait que d'autres batailles l'attendaient, que d'autres hommes comme Elias et sénateurs comme Van tenteraient de contester sa place dans le monde, mais cela lui importait peu. Il avait prouvé que le véritable pouvoir ne réside ni dans les titres hérités ni dans une arrogance tapageuse, mais dans la sérénité inébranlable de la conscience de soi et dans la capacité d'agir avec justice quand tous attendent la reddition. En quittant le théâtre ce soir-là, la fraîcheur de la nuit européenne leur piqua le visage, mais la chaleur du triomphe et la promesse d'un avenir commun les protégèrent de toute dureté. Des paparazzi attendaient dehors, leurs appareils photo crépitants comme des lucioles frénétiques, mais Julian et Elena traversèrent le chaos avec le même calme qui avait caractérisé leur première rencontre fatidique. Ils avaient redéfini les règles, fait le ménage et, surtout, clairement fait comprendre que le pouvoir n'était plus réservé aux habituels suspects, mais à ceux qui avaient le courage de le revendiquer et l'intégrité de le conserver.